Mais la pause est finie. Le travail. Faites les mecs en face. On n'a pas le choix. Ouais, c'est 1m47. Alors nous sommes sur le plateau de Jastres où se déroulent des fouilles archéologiques depuis 1974. Deux sites protohistoriques de la fin de l'âge du fer sont installés au-dessus de ce rocher qui domine l'Ardèche par une falaise de 120 mètres à 180 mètres. Alors au sud, Jastres Sud, Camp de César sur les cartes, sur lesquelles nous avons fouillé une dizaine d'années. Et puis ici, le site de Jastres Nord qui constitue un éperon barré. C'est-à-dire que la falaise et le ravin qui se trouve sur la droite déterminent un promontoire. Et ce promontoire est barré du côté du plateau par ces murailles assez imposantes que nous avons devant les yeux. Alors lorsque nous sommes arrivés en 1974, tout disparaît, tout était invisible parce que les éboulis, les buissons, les pierriers de paysans donc formaient un très gros talus et finalement les gens de Lussas ne savaient pas qu'ils possédaient une richesse historique importante donc à l'extrémité de l'Échelette. Alors bon, nous avons d'abord travaillé avec les moyens des archéologues, c'est-à-dire la pelle, la pioche, et nous avons cerné les murailles, essayé de déterminer quelle était la forme des tours et des courtines. Et puis, lorsque on a bien connu le plan, nous avons utilisé des engins comme les pelleteuses et les bulldozers pour enlever les éboulis qui sont à l'avant des murs, fouiller la base des remparts pour voir s'il y avait des dépotoirs. Et puis peu à peu, on a poussé nos recherches et on s'est aperçu que cette structure était extrêmement riche. Et du coup, nous avons décidé de mettre l'accent sur l'aspect architectural parce que ça valait vraiment la peine. Je vais faire la rue. Alors tu mets la grande mire en travers, la petite perpendiculaire. Je te donne les fiches à remplir. Pas mal, la noire tu peux la pousser un peu comme ça. Je monterai sur l'échelle, je te donnerai la suite pour les indications, hein, je suis trop bas. Maintenant, je te demande de placer le nord. Je te donne les fiches avec les indications à remplir. « 250, diaphragme 16, objectif 50, 90, 16. C'est bon. En condition photo, 10 heures soleil. Et puis le sujet, c'est la rue numéro 2 de l'Oppidum Siena. Rue numéro 2, Oppidum Siena. On sait aujourd'hui qu'il y a trois remparts, j'emploie le mot rempart avec des guillemets, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Trois remparts sur ce site. Le premier qu'on ne voit pas ici, qui est sans doute du IIe siècle avant notre ère, est un rempart classique de la Gaule méridionale, c'est-à-dire avec un mur construit en pierre sèche, qui fait à peu près 4,40 m de largeur. On connaît deux portes, etc. Et puis, deux autres enceintes ont été construites plus tard, à la fin du 1er siècle avant notre ère, et ce sont ces deux dernières enceintes qui constituent l'essentiel de notre recherche. C'est ce qu'on voit donc actuellement. Vous apercevez à l'arrière-plan donc un mur qui est construit en appareil
assez importants, hein, de très gros blocs disposés les uns sur les autres. Et en avant de ce mur, un autre mur constitué de pierres apparemment beaucoup plus petites et qui donne une impression d'un appareil moins bien soigné. Alors en fait, le premier mur donc, est une enceinte qui possédait des tours, que l'on devine d'ailleurs dans les angles, là-bas. Cette enceinte mesure 3,50 m de largeur. Les tours sont des tours rectangulaires, qui étaient sans doute pleines. Et l'aspect général de cette enceinte, c'est un mur également protohistorique classique, avec de gros parements, et puis à l'intérieur un blocage. Lorsque nous avons poursuivi nos fouilles en descendant sur les parements, nous sommes aperçus en fait que ce mur était plus complexe que ce que nous imaginions, c'est-à-dire que ce n'est pas un simple mur gaulois traditionnel, il est entièrement construit avec du mortier. Le mortier a disparu dans les parties supérieures, mais il existe dans les parements, il existe dans le blocage, et ça nous interpelle parce que les Gaulois ne connaissaient pas le mortier, c'est les Romains qui l'ont apporté. Donc on a ici déjà dans la construction de ce mur un effet de la romanisation, mais la forme générale reste quand même celle d'un site gaulois. Quelques années après, vers -10, on a -10, -20, c'est difficile à préciser, on a construit une nouvelle enceinte, c'est celle que nous avons donc au premier plan, qui paraît moins bien construite, mais ça c'est une apparence seulement, et c'est un mur qui mesure 2,50 m de largeur, donc si on additionne les deux murs, 3,50 m et 2,50 m, on arrive à 6 m de largeur. Et puis ce nouveau mur est flanqué par des tours qui sont alternativement rectangulaires et rondes sur le plateau. Et elles présentent également d'autres caractéristiques, elles sont creuses. Elles possédaient une toiture qui était couverte de tuiles. Donc ces caractères que je viens de dénoncer, la tour creuse et la toiture de tuiles, montrent qu'il ne s'agit pas de monuments gaulois, mais qu'il y a là aussi un effet de la romanisation. Et si on regarde d'un peu plus près la construction de ce mur, vous pouvez par exemple lire à peu près à 1 mètre du sol des lignes horizontales, et puis 1 mètre plus haut une autre ligne horizontale qui montre qu'on a construit le rempart par étapes successives. Et à chacune de ces étapes correspond à l'intérieur, dans le blocage, un lit de pierre plate assemblé par du mortier qui constitue une sorte de dallage. Et on a compris qu'il s'agissait d'arrêts de travail qui permettaient aux maçons de travailler sans échafaudage. Donc on construisait une première bande sur toute la longueur de la courtine ou d'une tour. On faisait ce dallage et on passait à l'étape successive. Et on a rencontré également des arrêts de travail verticaux qui montrent qu'il y a eu des étapes dans la construction et qu'à partir de ces arrêts de travail horizontaux et verticaux, on arrive à imaginer le nombre d'équipes de maçons qui ont travaillé, le temps qu'ils ont mis, puisque nous avons nous-mêmes démonté la muraille pour voir comment elle était construite. On a appris un certain nombre de choses sur le plan des techniques de construction. Et on s'est aperçu, c'est la grande originalité de cette dernière enceinte, c'est que en fait, le mortier n'est pas employé dans l'ensemble du mur, il est employé sur 50 cm à peu près dans l'épaisseur du parement, et puis ensuite, il n'est utilisé uniquement que dans ces assises horizontales que j'évoquais tout à l'heure et dans ces arrêts de travail verticaux. Ça constitue donc des sortes de caissons, et entre ces murets, eh bien, un blocage de pierre sèche.
Donc on a quelque chose de tout à fait original et je pense que, enfin c'est certain, c'est un rempart qui est unique en France par sa technique de construction. On connaît à la même époque, puisque nous sommes au 1er siècle avant notre ère, je le disais tout à l'heure, donc à une époque où les Romains sont là, on connaît d'autres sites gaulois qui ont été réaménagés, mais selon les techniques ancestrales, c'est-à-dire des murs en pierre sèche. Ici nous avons une évolution avec donc cette enceinte. La première, celle qui est au fond, construite entièrement avec du mortier, et puis celle qui a été construite par devant, qui utilise le mortier de façon rationnelle et qui ne cherche pas à l'introduire dans tous les éléments du mur. Autrement dit, on a cherché à faire une construction rapide. Là, je suis en train de relever en pierre à pierre un mur qu'on vient de découvrir et je le réduis au 1/10 grâce à ce cadre. Okay. C'est-à-dire que 10 cm sur ce cadre va représenter 1 cm sur ma feuille de papier millimétrée. Okay, ce type de travail nous permet sur des plans d'ensemble de comparer la construction des murs les uns par rapport aux autres. Alors ces tours possédaient 2 niveaux d'occupation, c'est la fouille qui l'a montré évidemment, parce que sous le niveau de tuiles, nous avons découvert également les vestiges de l'étage supérieur qui s'était effondré. C'est un étage qui était constitué d'un mortier qui était porté par une charpente de bois. Alors ce qui est intéressant également à signaler, c'est que nous n'avons découvert aucun escalier lorsque les tours ont été vidées, ce qui prouve qu'on pénétrait à l'intérieur par des échelles. Il y avait donc des portes qui permettaient de sortir de ces tours et des portes dont nous n'avons pas trouvé les seuils. Ce qui veut dire que l'arasement actuel, on est à 5 mètres de hauteur ici, au-dessus de l'extérieur du site, l'arasement actuel s'est fait en dessous du niveau des portes. Autrement dit, aux 5 mètres ou 6 mètres actuels, il faut rajouter, bien entendu, une élévation de tour avec les portes qui permettaient de passer à l'intérieur du site et d'enjamber le rempart contre lequel le dernier s'appuie. Et donc, à la hauteur de la porte, à un morceau de tour supplémentaire à la toiture, qui s'ajoute donc aux 5 mètres existants, on arrive facilement à imaginer que les tours dépassaient 10 mètres, 12 mètres et peut-être davantage. Ça donnait donc un monument qui était assez imposant lorsqu'on arrivait par le plateau. Alors, on peut également remarquer ici, entre les 2 tours, une courtine que nous avons démontée et on voit très bien, parce que nous avons voulu laisser un aspect pédagogique, on voit très bien les techniques de construction avec à l'extrémité de la courtine là-bas le parement qui est tenu par du mortier sur 50 à 70 cm d'épaisseur. Vous remarquez également les arrêts de travail horizontaux qui sont dégradés parce que ça fait plusieurs années qu'ils ont été dégagés. Et vous remarquez les arrêts de travail verticaux. Et c'est à partir de ça que nous avons échafaudé une théorie sur les techniques de construction et sur les gens qui avaient pu construire ce monument, puisque les Romains ne construisaient pas ainsi. Autrement dit, on a des gens qui sont des Ardéchois d'origine dans l'Antiquité, des Helviens, qui ont utilisé des matériaux nouveaux, le mortier, la tuile, etc., mais qui ont agencé ces matériaux en fonction de techniques qu'ils ont mises au point pour aboutir à une construction rapide, sans chercher la solidité, au moins pour le rempart le plus récent. Nous arrivons à la porte principale. Tu remarqueras qu'elle est située en bordure de falaise. Cela veut dire que les gens qui arrivaient étaient obligés de passer devant l'ensemble de l'enceinte dans sa partie la plus imposante. Alors on arrive donc à cette porte qui est protégée par une chicane, qui est assez extraordinaire parce qu'elle est unique dans sa forme. Ça donne un aspect très militaire, mais tu sais ce que je pense de l'aspect militaire de l'enceinte de JN3. Alors là nous sommes à l'entrée. Et tu remarqueras qu'il y avait déjà une porte à cet endroit-là, parce qu'il y a une feuillure dans le mur, avec une encoche qu'on a bouchée provisoirement, et puis une autre encoche à ces endroits-là.
Alors je ne sais pas si c'était une porte de bois ou une grille, mais il est certain qu'il y avait quelque chose Une ici. première fermeture à l'entrée de la chicane. Première fermeture à l'entrée de la chicane. Alors la porte principale se trouve ici, à la limite des deux enceintes. JN3 se trouve ici, JN2 se trouve là. Alors cette porte principale, c'est une porte frontale, une porte charretière traditionnelle, mais ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a trouvé un ensemble de pièces métalliques qui en font un exemple unique en France. Alors donc, à cet endroit-là, il y a deux pieds droits qui sont en grès. En voici un, avec ici une encoche circulaire qui contenait des pièces métalliques, qui contenait de la crapaudine, la partie mobile, la partie fixe. On avait d'autres pièces métalliques qui appartenaient à l'axe de la porte. Et on retrouve le symétrique sur cet autre pied droit, hein, avec une crapaudine qu'on n'a pas retrouvée. Et donc également un axe. Bon. Cette encoche carrée ici, est celle qui existait à cet endroit-là, correspondait au chambranle de la porte. Hein, donc il y avait des poutres qui venaient se ficher dans ces encoches et qui portaient le linteau. Okay. Alors les deux vantaux de la porte s'ouvraient vers l'intérieur et se refermaient sur le butoir. Hein, donc si je fais le geste, ça donne des vantaux qui s'ouvraient comme ça et qui se refermaient sur moi. Et on sait que la porte mesurait 14 cm d'épaisseur parce qu'on a retrouvé des dizaines de clous recourbés à 14 cm. Alors avec l'ensemble des pièces métalliques qu'on a retrouvées, que ce soit les pièces métalliques qui se trouvent dans les éboulis ou que ce soit les pièces métalliques d'une ancienne porte qui ont servi à armer le mortier d'une recharge, comme les pieds droits n'ont pas changé, on pense que toutes ces pièces métalliques donc, peuvent se gorner pour permettre une reconstitution d'une porte, et j'ai fait qui est une possibilité quoi, de... Et le fait d'avoir l'ensemble des pièces d'une porte, c'est exceptionnel pour un oppidum du Midi. C'est exceptionnel parce que j'ai fait la liste des oppidas qui avaient des pièces métalliques. Vraiment, c'est à Jastres qu'on a trouvé le plus bel ensemble. Absolument. Alors, dans l'ensemble, c'est quand même un superbe monument. Et je crois qu'on devrait ici reconstruire le parement et pour consolider. Enfin, il y a quand même un ensemble qui est unique. Pour conserver l'aspect monumental. Pour conserver l'aspect monumental, oui. Parce que c'est vraiment une porte unique en son genre. Alors bien sûr les angles sont faux là, mais ça n'a pas d'importance. C'est pas très juste. En fait il arrive avec ça quoi. Tu peux mettre en pointillé parce que moi je n'ai pour dire que c'est un mur que ces deux pierres. Hein, mais vraiment la direction est indiquée. Et il y a une perpendiculaire avec ce mur qui est là. Alors dès que c'est relevé, tu nous le dis, et puis on fait sauter ça. Tu tires tout, alors là tu dois gommer ça, hein, et puis bon, tu as retrouvé la perpendiculaire. Alors le 27 c'est le drain que mais ça fait rien, nous on le placera sur le plan parce qu'on l'a dessiné en pierre à pierre. Et ça on pouvait pas t'attendre, hein, donc on l'a enlevé, et puis c'était pas vraiment un mur, c'était qu'un drain. Alors, le 27, alors c'est celui que j'évoquais, c'est celui-là. Donc évidemment les angles sont faux, mais c'est toi qui vas rétablir ça. Alors on va peut-être mettre cette pierre un peu en retrait, retirer cette pierre. C'est là qu'il y a eu des pierres renversées par des gens. Hein. Mais là on peut faire comme ça. Oui c'est ça. Voilà. Je le mets en dessous pour après le... Alors en ce moment, notre géomètre Claude Voignet est en train de prendre des mesures au théodolite. C'est un appareil qui permet de faire des relevés, de reporter sur des plans toutes les structures que nous avons découvertes. Et c'est le même appareil qui a permis de faire les relevés en courbe de niveau.
C'est un appareil de grande précision qu'utilisent les géomètres. On a également un télémètre à infrarouge. C'est un appareil qui permet de mesurer les distances dans le viseur. Donc on n'a plus, comme autrefois, à mesurer sur le terrain avec un double décamètre pour chaîner les distances. En 1992 est la dernière campagne de fouilles sur le site de Jastre Nord comme de Jastre Sud. Nous avons ouvert un vaste secteur à proximité du rempart le plus ancien que l'on voit ici avec sa porte, un secteur qui représente un triangle avec des côtés de 30 mètres. Je vais vous présenter les choses chronologiquement. Nous avons découvert une rue d'accès au rempart JN1 qui aboutit donc à la porte principale qui se trouve immédiatement devant nous. Et cette rue se caractérise par un premier niveau et deux recharges. Donc la dernière rue a été fouillée. Nous sommes sur la fouille de la deuxième rue et nous ferons après la fouille de la première rue. Sur la droite ici, nous sommes en train de dégager des terrasses qui ont servi d'appui à ces maisons que nous avons fouillées. Ici, sur la gauche, nous avons des jeunes gens qui sont en train de dégager des niveaux qui sont contemporains, semble-t-il, d'une des faces de la rue. Donc là, nous sommes dans un milieu assez ancien. Et si on se rapproche ici, nous avons au premier plan une autre structure d'habitat qui ne présente pas du tout la même orientation que les maisons que nous avons fouillées et retirées, mais qui est orientée au contraire, non pas sur la pente, mais orientée sur le rempart. On a donc ici la dernière phase habitat. Voilà, alors ici on a un fond de pot avec la partie bien plane ici qui permet de poser le pot à plat. Comme ça permet d'éviter qu'il tombe. Alors la poterie, c'est une poterie qui est une poterie non tournée, c'est une poterie moulée. Qu'on voit, on va retrouver le grain de la poterie, qui est un grain assez grossier. Donc ça c'est quelque chose d'assez ancien comme poterie par rapport à ce qu'on trouve. Parce qu'en fait ici, on est sur le 4e niveau d'occupation. Donc on a déjà traversé 3. Donc a priori c'est le plus ancien. Probablement, là on n'a pas encore d'éléments de datation précis, mais au moins on est sûr que c'est le plus ancien. Sauf si on en trouve encore un en dessous. Puisqu'à chaque fois on procède par des capages successifs. On descend chaque fois plus bas. Voilà donc ce type de poterie. Une poterie très commune, mais très grossière et qui est fabriquée localement. Parce qu'on a également des poteries d'importation où on retrouve les marques des potiers dessus, ce qui permet de pouvoir les dater et de pouvoir savoir d'où elles viennent. Donc ça c'est différents éléments. Voilà, donc là on balaye le sol pour faire apparaître les tessons et on voit bien qu'on a des tessons à plat, comme ça. Et ça permet de trouver le sol parce que les gens ils marchaient, c'est évident, sur des tessons à plat. Sinon ça fait mal aux pieds. Donc là on dégage le sol sur tout l'intérieur de la pièce. Tu veux dire que les tessons étaient posés pour faire office de carrelage en fait? Disons que les tessons permettaient de renforcer le sol et après c'était un sol de terre battue par-dessus. Donc ça permettait d'avoir un sol assez compact et assez résistant pour que les gens puissent marcher dessus et ensuite ils mettaient de la terre. Et bon, c'est un sol de terre battue, on retrouve ça encore dans certains endroits en France. Pas forcément avec ce type de poterie bien sûr, mais c'est tout à fait classique. On va faire Alors, la problématique des sites de Jastre est importante à la fois sur le plan historique et sur le plan archéologique. Sur le plateau existent 2 sites d'Oppida, Jastre Sud et Jastre Nord, ce qui représente au total 4 enceintes, 3 pour Jastre Nord et 1 pour Jastre Sud. Sur le plan chronologique, un élément très important, on est à la transition entre l'époque de la Gaule indépendante, la fin du IIe siècle, et puis les débuts de la romanisation, de la colonisation romaine, avec le 1er siècle avant notre ère. Et nos sites se calent dans ces limites chronologiques.
En ce qui concerne Jastre Nord, nous avons une première enceinte qui remonte sans doute à la fin de la Gaule indépendante, qui est une enceinte à fonction défensive, JN1. À Jastre Sud, quelques années plus tard, entre moins 100 et moins 50, se développe également une grande enceinte à fonction défensive, sans habitat à l'intérieur. Donc, quels sont les rapports qui existent entre un Jastre Nord numéro 1, qui serait peut-être plus ancien, et Jastre Sud, qui est un petit peu plus récent? Bon, on se place sans doute dans des périodes de guerre, de troubles, de révolte, et il faut chercher dans l'histoire quelques réponses à ces questions. Mais peut-être le plus intéressant, c'est la construction de JN2 et de JN3, c'est-à-dire de ces deux enceintes accolées qui forment l'aspect le plus spectaculaire lorsqu'on arrive sur le plateau de Jastre. Ces enceintes se situent entre moins 50 et moins 0, à une époque où il n'existe plus aucune guerre, plus aucune révolte. Alors, quelle est la fonction de ces enceintes? On peut remarquer que sur le plan architectural, elles présentent une grande originalité par rapport aux autres remparts du Midi de la France. L'utilisation du mortier, la rationalisation de la construction, etc. La construction de tours monumentales, tours creuses, tours rondes, tours rectangulaires, toitures de tuiles, etc. Donc tout ça donne un aspect très imposant, et je pense qu'il faut chercher ailleurs que dans la fonction militaire la raison de la construction de ces enceintes, puisqu'on est dans une période de paix. Est-ce qu'il ne faut pas faire une comparaison avec les enceintes urbaines qui ont une fonction politique, qui ont une fonction symbolique, parfois une fonction religieuse? Est-ce qu'on n'a pas ici un notable qui sert de relais dans la romanisation? On sait que les Helviens, au moins depuis la guerre des Gaules, sont de fidèles collaborateurs des Romains. César avait d'ailleurs un interprète qui était helvien. Est-ce qu'on n'a donc pas ici à Jastre un notable qui contrôle la région, qui a un pouvoir politique, qui exerce aussi un pouvoir sur le plan économique et sur le plan social? On est sur une grande route qui va de la vallée du Rhône aux Cévennes. On a des habitats qui qui donnent une forme de pré-urbanisation. Donc je pense qu'on a un site important où un aristocrate local exerce un pouvoir politique et le montre, l'affiche par rapport aux gens qui viennent de l'extérieur. Donc je pense qu'on a ici des enceintes extraordinaires. On n'a aucun point de comparaison dans le reste de la France. Et il faut chercher dans cette fonction politique, dans cette fonction de prestige, une réponse à la question pourquoi a-t-on construit ça ici. Donc actuellement, la fouille se termine. Que vont devenir ces monuments? Il serait dommage qu'ils se dégradent. Alors il n'y a que deux solutions, évidemment. Ou bien reboucher l'ensemble pour les protéger, en utilisant l'état des blés que nous avons conservés à proximité, ou alors faire une politique de restauration pour une mise en valeur touristique.